avons décidé ce matin de vous convier à une conférence de presse dans les suites de notre constitution d'office relativement à la défense de Mme Simone Elimé-Bagou, en relation bien entendu avec la décision de la Cour d'appel de continuer la procédure sans les avocats. Voici. Alors le déroulé est simple, nous sommes les trois avocats commis d'office. Chacun aura une intervention à faire. Je suis préposé à ouvrir notre intervention dans l'introduction, annoncer le plan qui va s'articuler en deux parties, que chacun de mes confrères va animer. Avec votre permission, et après, ça sera bien entendu les questions-réponses, si le cœur vous en dit, sous la houlette de Germain Senghou. Alors, on va commencer si vous êtes tous prêts. Je commence. Non, je ne peux pas l'éteindre. Les avocats commis d'office, je cite, les avocats commis d'office ont manifestement une volonté de ne pas continuer ce procès. Ils donnent l'impression d'y avoir été contraints et forcés. Fin de citation. Avait cru devoir déclarer à l'agence France Presse, Monsieur le procureur général, le mardi 14 mars 2017. Même si les avocats commis d'office ont manifestement une volonté de ne pas continuer ce procès. Ils donnent l'impression d'y avoir été contraints et forcés, avec cru devoir déclarer à l'agence France Presse, Monsieur le procureur général, le mardi 14 mars 2017, même s'il s'était dépêché par la suite de nier vigoureusement l'imputation de cette déclaration pour le moins tendancieuse et injurieuse. Ces propos prêtés à Monsieur le procureur général découlaient du constat par lui que, je cite, les avocats commis d'office multipliaient les incidents pour aller au clash avec le président de la Cour. Fin de citation. Avant de prévenir, se confondant avec la Cour pour faire abusivement corps avec elle, je cite, nous allons faire application de la loi pour que tous ces incidents puissent être évacués et poursuivre le procès. Fin de citation. La légitime perplexité devant cet avertissement voulu solennel de recourir à la loi pour que tous ces incidents soient évacués afin de poursuivre le procès n'a pas été bien longue à être comblée, puisque la cour d'assises à laquelle il faut dorénavant joindre le parquet général a décidé à son audience du 21 mars dernier de passer outre, en toute prétendue légalité, l'absence des avocats commis d'office au motif que l'accusé ne comparaissant pas, la présence de ces avocats commis d'office n'est pas nécessaire, car osera soutenir publiquement le président de la cour d'assises, tel que rapporté par la presse dans la livraison du 22 mars 2017, je cite, la désignation d'avocats commis d'office est une faveur que nous avons faite à Madame Bagou, lâchant ainsi le maître mot de cette procédure d'assises, à savoir manipulation, substitution du moi égocentrique du juge à l'application obéissante de la loi en violation de son serment. Enchérissant à ces propos tout simplement scandaleux, sur lesquels nous reviendrons, Monsieur le procureur général s'est même autorisé à dévoiler au nom de la cour d'assises le chronogramme de la poursuite des assises, dorénavant sans la présence encombrante et inutile des avocats de l'accusé dont la responsabilité personnelle, il faut le rappeler, est recherchée pour les préventions inédites, les premières du genre dans les annales de notre pays, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre engagés dans un contexte de conflit de compétences avec la Cour pénale internationale et risquant, si sa culpabilité était démontrée, une peine d'emprisonnement à vie. Ainsi, selon le ministère de la Justice, dont le procureur général s'est fait la caisse de résonance, le lundi 27 mars 2017 sonnera, sans nul doute possible, le glas de Mme Simone Elimé-Bagou. Dans la plus stricte intimité familiale de la Cour d'assises et du ministère de la Justice, qui revêtiront pour l'occasion leur costume de mort. Intimité élargie
à la présence accommodante et accommodée de la partie civile par le chronogramme macabre annoncé, en vérité étranger à la justice, celle qui fait des États des démocraties. Aussi, devant cette grave et intolérable dérive totalitaire de notre justice, caractérisée par la négation totale des droits de la défense et le refus obstiné subséquent d'accorder à Mme Simone Evebago le bénéfice d'un procès équitable, pourtant prôné et protégé par l'ensemble des instruments internationaux de protection des droits humains, ratifié par la Côte d'Ivoire d'une part et par la Constitution ivoirienne d'autre part, nous, avocats commis d'office, avons fait le devoir, dans toute responsabilité, de la présente conférence de presse pour en avertir l'opinion nationale et internationale, mais surtout pour répondre publiquement aux graves accusations portées contre nous par le ministère de la Justice à l'effet de nous rendre responsables de l'état d'enlisement de la procédure d'assises en nous imputant de prétendues multiplications d'incidents à caractère dilatoire dictés par cette sphère pour être afin de préparer l'opinion à assister au passage en force prémédité pour être exécuté le lundi 27 mars à venir, passage en force digne des démocraties folkloriques, ce que notre pays n'est pas, et donner artificiellement au peuple de Côte d'Ivoire le sentiment et la tranquillité escroquée du devoir forcément accompli. En effet, sous le fallacieux prétexte d'incidents dilatoires prétendument à la charge de la défense, il s'agit plutôt et en réalité d'élémentaires exigences légales de procédure commandées par les droits de la défense. Telle sera la première partie ou la première articulation de notre intervention. De sorte que, en refusant de fortifier la justice par la satisfaction des dites exigences légales, la Cour d'assises a délibérément choisi de justifier l'usage de la force en décidant au prix d'arguties déroutantes de continuer le procès sans la défense, et ça sera notre deuxième partie. Sur la première partie, l'exigence légale du respect des droits de la défense, regardée abusivement comme des incidents de la part d'avocats facétieux, il n'en est rien, et pour vous le démontrer, chacun de mes confrères va donc prendre la parole sur ces deux griefs qui ont constitué les points de blocage. Le premier grief, à l'endroit du parquet général, est tiré de la non-communication des pièces de procédure que M. Vira va s'évertuer à développer. Le deuxième grief est lui tiré de l'absence ou du défaut de la prise en compte des conséquences de la recomposition de la cour d'assises, partie que va développer bien entendu Maître Amani. Sur ce, avec votre permission, je leur donne la parole. On commencera par Maître Vira Georges. Vous avez la parole. Je vous remercie. Donc, la pratique des chambres d'instruction des cours d'assises est variable, mais la plupart d'entre elles délivrent gratuitement la quasi-totalité du dossier. Le rôle de l'avocat, que nous sommes, est de nous assurer que le dossier est complet et demander une copie à nos frais de toutes les pièces manquantes. La remise du dossier à l'accusé étant de droit, elle n'est précédée d'aucune autorisation judiciaire ni administrative. L'article 279 du Code de procédure pénale ivoirien précise qu'il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise. L'article 280 complète cette exigence est dictée que l'accusé et la partie civile ou leur conseil peuvent se faire délivrer à leurs frais copie de toute pièce de la procédure. À l'audience du 10 janvier 2017, la Cour d'assises d'Abidjan donnait acte à M. le bâtonnier en exercice, à Beyao, de la présentation des avocats désignés d'office, que nous sommes pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, et qu'en conséquence, la Cour renvoyait la cause au 21 février 2017 pour la communication des pièces de la procédure et la reprise subséquente des débats. Après communication effective d'une première série de pièces de procédure, les avocats commis d'office ont sollicité de M. le Président de la Cour d'assises, par correspondance du 3 février 2017, la communication des pièces de procédure complémentaires visées dans les actes de procédure entre-temps communiqués, à savoir
Je serai exhaustif parce qu'il s'agit donc de la vie et des condamnations, une condamnation à perpétuité. À savoir, les réquisitions écrites du ministère public du 14 novembre 2015, telles que visées dans l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation du 27 janvier 2016. L'intégralité du relevé des notes d'audience des témoins suivants, figurant au nombre de ceux entendus par la cour d'assises, selon la liste transmise à la défense commise d'office par le parquet intitulée « Liste des témoins effectivement entendus par la cour ». Il s'agit de Issa Bokou, Dofou Akpe Gorda, Ouattara Yakuba, Soro Abdoulaye, Kone Amara, Diallo Suleiman, Tano Kwasi, Ouattara Fanta, Taïrou Kouyaté, Touré Moussa, Diara Ibrahim, Kofi Kwasi, Siaka Sidibé, Sidibé Soumana, Diakité Djoumé, Mariama Fofana, Drissa Kone, Doumbia Mamadou, Bamba Mamadou, Ouattara Abdul Brice, Fofana Abou. Les procès-verbaux d'audition devant le juge d'instruction de M. Ouattara Salifou et de M. Soumaoro Ben Vafins, tels qu'ils ressortent de leurs auditions devant la cour d'assises respectivement les 18 et 19 octobre 2016. Les tomes 1 et tome 2 contenant les auditions faites par le commandant de la gendarmerie d'Abidjan Nord, tel que cela ressort de la commission rogatoire du 8 novembre 2012 du juge d'instruction du 10e cabinet, M. Kone Mamadou. Le rapport psychiatrique de Metch Metro. Le deuxième feuillet du procès verbal de synthèse de la commission rogatoire numéro 09 2014 du 24 septembre 2014. Le deuxième feuillet du procès verbal d'audition en enquête préliminaire de Mme Ouattara Awa en date du 29 septembre 2014. Le procès verbal d'audition en enquête préliminaire de M. Bakounadi Koulibaly en date du 17 octobre 2014. La pièce numéro 90 de la procédure sur commission rogatoire numéro 09 2014 du 24 septembre 2014 en enquête préliminaire. La liste des corps enlevés à la mort du CHU de Yopougon à la suite de la marche des femmes d'Abobo. L'autorisation du procureur de la République pour l'inhumation dans une fosse commune du cimetière municipal d'Abobo de 1184 corps, tel que cela résulte du procès verbal d'audition d'enquête préliminaire de M. Afian Honoré Jean-Marc en date du 15 octobre 2014. Le bordereau de réception par Ivocep et l'Institut médico-légal des corps exhumés à Abidjan sur commission rogatoire. L'intégralité du rapport circonstancié sur la prise en charge médico-légale des victimes décédées au cours des événements post-électoraux survenus en Côte d'Ivoire du professeur Été Hélène de l'Institut de médecine légale. Les rapports de toutes les expertises médico-légales pratiquées par le professeur Hélène Été et son équipe. Les copies lisibles des fiches d'examen externes de corps de l'Institut médico-légal. L'acte de décès, le permis d'inhumer et les photos montrant les impacts de balles sur Mme Bamba Machami, tel que cela ressortant du procès verbal d'audition en enquête préliminaire et du procès verbal d'audition devant le juge d'instruction de M. Bamba Mamadou, son père, respectivement en date du 30 septembre 2014 et du 20 novembre 2013. Les certificats de décès remis à M. Bodi Bodossé, morgué à Ivocep, tel que ressortant de son procès verbal d'audition en enquête préliminaire en date du 15 octobre 2014. Les registres de la mort d'Anyama du 16 décembre 2010 et de la période du 3 mars au 11 avril 2011. Les registres d'Ivocep de la période du 3 mars au 10 mars 2011. Les registres du cimetière d'Abobo de la période du 3 mars au 10 mars 2011. Les registres de l'hôpital d'Abobo Sud de la période du 3 mars au 10 mars 2011. Par une seconde correspondance du 13 février 2017, adressée et reçue par M. le Président de la Cour d'assises. Communication de pièces complémentaires expressément visées dans l'arrêt de renvoi de la Cour d'assises était à nouveau sollicitée. C'est-à-dire qu'il faudra compléter la liste que je viens de vous égrener par ces pièces. Les certificats médicaux de décès et de genre de mort versés au dossier d'assises
tel que visé par la Chambre d'accusation dans son arrêt numéro 29 du 27 janvier 2016 au paragraphe 4 de la page 10. Les rapports médico-légaux à la suite de l'exhumation des personnes brûlées vives au barrage érigé par les miliciens et les jeunes patriotes, tel que cela résulte de l'arrêt numéro 29 du 27-2016 de la Chambre d'accusation au paragraphe 6 de la page 11. Les certificats de genre de mort délivrés par le docteur Angama Epono Dominique, médecin-chef du district sanitaire de Grand Laos, attestant du décès par arme de camarade Tenema, Sangare Mohamed Suleiman, Abdoulaye Dibo, Taïrou Adam, Sakinde Seni, Wedraogo Ougawen, Congo Zana Moussa, Di Kamara, Giba Salifou, Somé, New Zagla Germain et Lamkwande Germain, tel que cela résulte de l'arrêt numéro 29 du 27 janvier 2016 de la Chambre d'accusation au paragraphe 1, page 12. C'est à la veille de l'audience de la reprise des débats du 20 février 2017 que les avocats commis d'office recevaient, selon inventaire contradictoire, les pièces communiquées par M. le greffier audiencier Takolaté. Les pièces suivantes. Le rapport psychiatrique de M. Petch Neto, le réquisitoire écrit du procureur, et non pas l'autorisation, à ne pas confondre, la copie dactylographie des suites des comptes rendus d'audience, la copie intégrale du rapport circonstancié du professeur Été, les photographies des lieux d'inhumation des corps de certaines victimes, pièces non demandées, accompagnées de 17 copies d'extraits date de décès. Il convient de préciser que ces pièces visées par la correspondance précitée du 3 février 2017 n'en épuisent pas l'objet et laissent intact celui de la correspondance du 7 février 2017. La production partielle des pièces sollicitées dans le délai du 10 janvier au 20 février 2017 témoigne de leur absence au dossier de la Cour et de l'impossibilité subséquente de les communiquer. Il résulte de cette situation ubuesque une atteinte au droit de la défense parce que le principe contradictoire et son corollaire, l'égalité des armes, qui en sont les constituantes fondamentales, ne sont pas observées par la Cour, de sorte qu'à défaut de cette communication préalable, le caractère équitable du procès est indiscutablement remis en cause. En raison de l'oralité des débats, l'avocat doit être vigilant à l'égard de tous les éléments et les incidents qui pourraient lui permettre d'obtenir l'annulation d'une décision de condamnation pour en conserver et trace. Il doit se faire donner acte des faits, déclaration ou omission à l'audience, survenir à l'audience sous forme de conclusion. Les avocats commis d'office que nous sommes avons déposé des conclusions afin de donner acte de l'ensemble des pièces à conviction qui ne figurent pas au dossier de la Cour d'assises. C'est ainsi qu'à la grande stupéfaction de la défense, le président de la Cour d'assises, M. Boaki Kwadio, a procédé à une lecture disciplinaire à l'audience du donner acte à la défense de l'inexistence des pièces à conviction qui fondent l'arrêt de la chambre d'accusation qui a renvoyé Mme Simone Ivé Babou pour des faits de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre selon la loi numéro 2015 134 du 9 mars 2015 créée sur mesure à l'attention de l'accusé. Cette disparition soudaine des pièces de la procédure devait imposer nécessairement une renonciation ou à tout le moins un ajustement des poursuites qui vaudrait à l'accusé pas moins d'un emprisonnement à vie. C'est le lieu de relever la légèreté de l'instruction et la conduite du procès d'assises jusqu'à ce stade des débats. Le président de la Cour ne s'étant même pas aperçu de ce que ces pièces ne figuraient pas à son dossier. En effet, s'agissant d'une extermination de masse supposée, il était légitime pour la défense de s'interroger sur l'introduction malicieuse dans la procédure, entre autres pièces, d'une autorisation du procureur de la République pour l'inhumation dans une fosse commune du cimetière
cimetière municipal d'Abobo de 1184 corps, tel que cela résulte du procès verbal d'audition d'enquête préliminaire de M. Afian Honoré Jean-Marc, préposé d'Ibocet, en date du 15 octobre 2014. Pièce inexistante. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres du caractère expéditif de la procédure improvisée des assises pour la condamnation annoncée de Mme Simone Eve Bakou. Au lieu de tirer les conséquences de la reprise des débats, commandée par le caractère incomplet du dossier de la Cour, rajouté à sa composition hautement irrégulière, le président de la Cour d'assises imprime sa volonté évidente et concertée avec le parquet de la Cour d'assises de précipiter la lecture du verdict par les jurés d'assises. Ce procédé est inédit et dénote d'une préméditation évidente. Il est donc plus facile de faire croire à la population ivoirienne que l'absence de Mme Gbagbo au débat rendrait inutile la présence d'un avocat pour la défendre, alors que le président des assises avait permis à l'accusé de ne pas se présenter, ce qui a justifié la commission d'avocats d'office pour la poursuite des débats. Pour masquer cette déroute procédurale, cette impréparation et cette improvisation dénoncée auparavant par la Cour pénale internationale, la Cour d'assises veut en attribuer la paternité aux avocats. Pour un procès exemplaire, historique, à l'échelle nationale et internationale, retiendra-t-on que les juridictions de Côte d'Ivoire auront décidé désormais que la présence d'un avocat n'est pas nécessaire devant la Cour d'assises. La Cour d'assises d'Abidjan a le devoir de retrouver les 10 000 pièces manquantes qui ont fondé la mise en accusation de Mme Simone Eve, pour ne pas figurer au dernier rang des pays aux destinations dangereuses, parce que la justice n'y est pas dite. Sur un dernier sursaut, la Côte d'Ivoire ne peut se ridiculiser, plus encore, et a l'obligation historique de mener des débats d'un standard international pour une prévention nouvelle de crimes contre l'humanité. Pour cela, il convient nécessairement de reprendre les débats afin que les pièces citées abusivement n'aient pas pollué l'entendement des jurés dans un débat purement oral. Je vous remercie pour ma part. Je laisserai la place à Maître Amadou. Vous avez besoin de plus. Toucher encore. Je ne peux pas passer quoi. Il n'y a pas de place. Oui. Mesdames et messieurs les journalistes, à ce stade précis de notre intervention, l'honneur me choisit d'exposer sur le grief lié au refus par la Cour de tirer les conséquences de sa nouvelle composition. Pour la clarté des débats, il convient de rappeler qu'à l'ouverture des assises consacrées à l'affaire Simone Eve Gbagbo, le 9 mai 2016, la Cour d'assises était constituée suivant ordonnance numéro 02-16 du 31 mars 2016 de Mme le président de la Cour d'appel d'Abidjan, de M. Boaki Kwadjo, président de chambre à la Cour d'appel d'Abidjan en qualité de président de la Cour d'assises, de M. Conan Jean Oussou, conseiller à la Cour d'appel d'Abidjan en qualité de premier assesseur, et de Mme Diomandé Assiata Nana en qualité de deuxième assesseur. Jusqu'à la date de la commission d'office des conseils présentée à l'audience du 10 janvier 2017, la Cour ainsi constituée avait entamé la procédure proprement dite par le tirage au sort des jurés, l'ouverture des débats
et l'audition de la totalité des témoins acquis à la procédure. Que toutefois, à la reprise de la procédure, après suspension pour les besoins de la commission d'office de nouveaux avocats pour suppléer le départ des précédents avocats, la Cour s'est présentée à l'audience du 10 janvier 2007 dans une composition inédite. En ce que siégeait à titre de conseiller un autre juge du tribunal de première instance d'Avignon Plateau, en remplacement de M. Conan Jean Coussou, entre-temps muté à la Cour d'appel de Daloa en qualité de président de chambre, où il a effectivement pris fonction au terme du décret présidentiel numéro 2016-1127 du 9 décembre 2016, et je cite, portant nomination de magistrats au siège des cours d'appel, des tribunaux de première instance, de leurs sections détachées et au parquet près des dix cours et les 10 tribunaux de sections détachées. Attendu que la présence de la nouvelle composition de la Cour d'assises d'un nouveau juge et d'un nouvel assesseur en lieu et place du conseiller Conan Jean Coussou, témoigne éloquemment du fait que le conseiller suppléant n'a pas assisté aux audiences antérieures et par conséquent au débat. D'ailleurs, cela ressort expressément notamment de la lecture de l'ordonnance de suppléance numéro 08/2016 du 10 janvier 2017 du président de la Cour d'assises qui indique que l'ordonnance suscitée est prise à l'effet de pourvoir au remplacement de M. Conan Jean Coussou pour le reste de la session. Nous disons qu'à partir de cette ordonnance qui modifie la composition de la Cour d'assises, la seule, et vraiment la seule alternative qui s'offrait à la Cour eût été de tirer les conséquences de cette nouvelle donne en décidant de la reprise initiale des débats. Mais pourquoi? En effet, l'obligation de reprise initiale des débats est commandée par deux raisons majeures. La première, c'est que la Cour d'assises est une juridiction devant laquelle l'intime conviction des assesseurs et des jurés est intrinsèquement fondée sur les débats oraux, c'est-à-dire sur ce qu'ils entendent à l'audience. C'est pourquoi d'ailleurs les jurés n'ont pas accès au dossier, et de même qu'il est interdit aux témoins de déposer en lisant des notes préalablement écrites. La seconde raison, c'est que la non-reprise des débats équivaudrait à une violation par la Cour de l'article 583 du Code de procédure pénale ivoirien, qui reprend in extenso les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale français, qui énonce, parlant du sort des décisions de la Cour d'assises, ceci. Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrits ou lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences. Déjà en 1963, la Cour suprême de Côte d'Ivoire affirmait cela dans un arrêt en date du 28 juin 1963, qui pourrait être trouvé dans le Pénal de 1964 à la page 96. Le Pénal étant une revue juridique. De même, en France, la Cour de cassation française en a décidé ainsi dans un arrêt en date du 20 novembre 1973, qu'on peut trouver dans le bulletin criminel, cassation criminelle 426. Dans l'arrêt de la Cour de cassation française, cette haute juridiction dit ceci. Sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond, c'est-à-dire aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée. En l'espèce, l'affaire n'ayant été ni plaidée ni jugée, parce que cela va venir à partir du 27 mars, elle ne peut donc avoir été qu'instruite.
Or, justement, le nouvel assesseur qui a intégré la formation de la Cour le 10 janvier 2017 n'a pas participé à l'instruction de l'affaire, la dite instruction ayant déjà eu lieu 7 mois plus tôt, soit du 9 mai au 30 novembre 2016. Même la présomption d'avoir assisté au débat, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, comme dans notre cas d'espèce, conférée à l'assesseur suppléant par l'article 583 in fine, ne saurait couvrir la nullité certaine de la décision sur le fond à venir du fait de l'intégration d'un nouveau juge. Un arrêt de la Cour de cassation française en date du 17 novembre 2007 dit à ce propos ceci. Le 17 novembre 1997 dit ceci à ce propos. La présomption prévue par l'article 592 ne s'applique pas lorsque l'un des juges a été remplacé à l'une des audiences par suite d'empêchement. Face à ce moyen pertinent, soulevé par les avocats commis d'office que nous sommes, dans des conclusions de donner acte déposées à l'audience du 21 février 2017, la Cour manifestement mal en point s'est proposé de joindre dans un premier temps cette demande au fond, prétextant qu'il s'agissait d'une exception. Elle s'est trouvée butée sur les dispositions rédhibitoires de l'article 450 alinéa 4 du Code de procédure pénale ivoirien qui dispose que le prévenu, mais ici le prévenu sera l'accusé, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Le tribunal ou la cour d'assises qui est tenue de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions. Il ne peut en être autrement qu'au cas où une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est recommandée par une disposition qui touche à l'ordre public. La question relevant de la formation des juridictions de jugement touchant à l'ordre public, la Cour a dû, en désespoir de cause, se résoudre à rendre une décision dans laquelle elle s'est estimée incompétente à apprécier sa propre composition, laissant ainsi, par manque d'humilité ou de courage, le soin à la Cour suprême d'en tirer les conséquences. Ce qui équivaudrait à nous inviter, nous, avocats commis d'office, à plaider le fond du dossier devant cette Cour dans sa composition actuelle et de nous remettre à l'arbitrage de la Cour suprême pour obtenir la nullité de la décision qui sera rendue, bien que cette nullité soit évidente ici et maintenant. C'est notre refus d'une telle proposition implicite que le ministère de la Justice, par la voix de son procureur général, a cru devoir qualifier d'incident dilatoire, soulevé par les avocats commis d'office, nous jetant ainsi en pâture à l'opinion publique. Mesdames et messieurs, jugez à vous-même, est-ce que vous pensez que ces arguments appuyés sur les dispositions de l'article 583 et 450 alinéa 4 de notre Code de procédure pénale sont des incidents dilatoires élevés par les avocats pour empêcher la cour d'assises de condamner un homme? C'est sur ces quelques mots que je termine ma communication sur cette partie en repassant la parole à M. le bâtonnier, maintenant, pour exposer sur la deuxième partie dans laquelle chacun de nous pourra à tout moment prendre encore la parole. M. le bâtonnier, je vous cède ma place. Oui, merci, excellent confrère, pour ce discours d'une clarté éblouissante, même pour celui qui ne veut pas voir. Merci, M. Voici, messieurs, dames, les raisons tirées de l'application de la loi que nous avons opposée à la cour d'assises, qu'elle s'est résolue à regarder
comme des incidents faits par des gamins facétieux qui, bien entendu, n'ayant pas eu satisfaction, se sont résolus donc à déserter les arcanes de la cour d'assises. Mes excellents confrères ont démontré que il n'en fut pas ainsi, il n'en était pas ainsi. Aussi, puisque l'actualité est turbulente et trépidante, la cour d'assises, à l'audience du 21, a cru devoir expliquer à l'opinion qu'elle passerait outre la présence des avocats pour rendre sa décision après que dans sa générosité, le parquet général eut présenté le chronogramme, à savoir que dès lundi, les parties civiles seraient entendues, tandis que les réquisitions, c'est-à-dire les plaidoiries du procureur s'en suivraient. Après, le jury rentrerait dans la salle des délibérations pour rendre un verdict sur la culpabilité ou la non-culpabilité de l'accusé. Pour justifier ce passage en force, car il est de passage en force que parce que les exigences procédurales élémentaires n'ont pas été satisfaites. Alors, pour ne pas les avoir satisfaites, décider de passer outre s'assimile à un passage en force ou usage de la force par la cour d'assises. Au prix, d'après le recoupage que nous avons fait dans la presse, au prix de 3 arguments. Le premier argument tiendrait, selon le président de la cour d'assises, à ce que les avocats ne seraient pas nécessaires parce que l'accusé ne comparait pas, ce qui, au passage d'entrée de jeu, constitue une singulière hérésie. La deuxième raison qui sera développée tient à ce que, selon le président de la cour d'assises, toujours lui, la présence d'avocats commis d'office aux côtés de l'accusé résulterait d'une faveur consentie à Mme Gbagbo. Ça, c'est même pas une hérésie, c'est une indécence. En fait, la troisième raison, alors celle-là venant du ministère de la Justice via le procureur général, relativement au refus de la reprise ab initio, il dit, dans toute sa splendeur, c'est quand même un magistrat qui a un bagage intellectuel. Et donc il peut prendre connaissance du dossier et être au même niveau d'information que les autres. Et cela ne présente aucun problème. Voici le triptyque ou les 3 axes autour desquels, bien entendu, nous allons articuler la troisième partie, laissant le soin à chacun de mes confrères de s'approprier une partie pour une réponse. Alors, les avocats ne sont pas nécessaires parce que l'accusé ne comparait pas. Ça peut dire. C'est très peu ragoûtant, ça ne lui dit pas. La vraie question, les avocats ne seraient pas nécessaires parce que l'accusé ne comparait pas. Je l'ai regardé, nous l'avons regardé, comme une singulière hérésie. Parce que la vraie question restait plutôt celle de savoir pourquoi, alors même que l'accusé refusait depuis le 10 novembre 2016 de comparaître, la cour d'assises a autorisé la continuation des débats en son absence, plutôt que de l'y obliger par la force, comme le permet l'article 320 du Code de procédure pénale. Pourquoi? Et il convient sur ce point de rendre à M. le procureur général la vigueur de sa mémoire amnésique, subitement oublieux des propos suivants qu'il a tenus le 17 novembre 2016 au quotidien Nord-Sud, en espérant qu'un des représentants soit là, sur l'option entre l'usage de la force pour faire comparaître l'accusé et la tolérance de sa non-comparution comme alternative proposée par l'article 120 précité du Code de procédure pénale. À ce titre, Monsieur le procureur, constatant sur ces réquisitions expresses que la Cour avait fait le choix de la tolérance de la non-comparution de l'accusé,
avait déclaré ceci à la presse Nord-Sud. C'est cette dernière option qui a été prise parce qu'on estime que c'est largement exprimé depuis plusieurs mois avec ses avocats. Les débats ont été assez édifiants. Les débats ont été longs. Tout le monde a eu l'occasion de parler. Si aujourd'hui elle ne comparaît pas, on peut très bien se passer de sa présence et continuer le procès. Ça, c'est prévu par la loi. Et soucieux de démontrer la crédibilité de la poursuite du procès en dépit de l'absence de l'accusé, le même procureur général avertissait l'opinion. Des avocats lui seront commis d'office, ils vont la défendre. Tout ça, ce sont des situations prévues par la loi. Une situation. Et c'est précisément dans ce contexte que le 21 novembre 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire était effectivement prié par la cour d'assises de désigner des avocats pour les besoins de cette procédure comme exception légale prévue par l'article 320 à son refus de comparaître personnellement. Aussi, mesdames et messieurs, la vraie question. D'où vient-il qu'un mois et demi plus tard, dans les mêmes conditions du refus réitéré de l'accusé de comparaître, la cour d'assises estime qu'elle peut se passer de la présence des avocats commis d'office parce que l'accusé ne comparaissant pas. Les mêmes causes ne produisent-elles donc plus les mêmes effets? Et le souci d'assurer la crédibilité du procès par la commission d'office d'avocats chargée de défendre l'accusé malgré son absence du prétoire, qui était un souci du procureur général, ne vaut-il donc plus à présent prétendre, outre cette incohérence du raisonnement, demander, obtenir, un mois plus tard, récuser la demande pour dire se passer des avocats, outre cette incohérence du raisonnement, prétendre que la présence de l'avocat n'est pas indispensable en l'absence de l'accusé, qu'il assiste nécessairement, sans toutefois pouvoir la représenter, est techniquement singulière hérésie, dans la mesure où, en l'espèce, l'accusé n'est pas jugé selon la procédure de contumace. Alors, la procédure de contumace, c'est la procédure ouverte contre un accusé qui se refuse à la justice et qui est en fuite. Ici, elle est détenue, elle est dans leur main. On n'est pas dans une procédure de contumace. On est encore moins dans la situation où elle n'a jamais participé au débat, puisque vous vous souviendrez, le procureur général a dit, les débats ont été longs, ils ont été décisifs. Elle a parlé, on l'a entendu. Elle peut maintenant se reposer du repos du juste. Après avoir donc participé personnellement à l'instruction, elle pouvait être valablement représentée par ses avocats pour le dépôt des conclusions et des plaidoiries. Autrement dit, quel serait le sens de la commission d'office des avocats sollicités et obtenue par la cour d'assises? On nous prend, on nous jette, avec l'indécence de nous accuser d'être des trublions. Ça ne peut, ça ne se peut, ça ne devrait pas. La deuxième raison, confrère, la présence d'avocats commis aux côtés de l'accusé résulterait d'une faveur consentie à cette dernière. Veux-tu t'y essayer? Je veux m'essayer à la troisième. Ok. Veux-tu t'y essayer? Bon. Alors là, c'est ni plus ni moins que l'expression d'une indécence. Mais en réalité, et je vous demande de bien ouvrir votre esprit à cette réalité, car contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas dans le rapport où on n'est pas dans la situation où il s'agit de la mort de l'autre. Parce que la mort de l'autre est toujours la mort de l'autre, c'est qu'on ne peut pas vivre à travers sa propre mort. Donc ça veut dire, ce n'est pas la situation de l'inconnu qui ne nous touche pas, qui ne nous concerne pas, bien au contraire. La présence d'avocats commis d'office aux côtés de l'accusé résulte d'une faveur consentie à cette dernière. On nie soit celui qui penserait qu'il n'est pas concerné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous devrait habiter du sentiment d'une insécurité psychologique. Tout citoyen lambda de ce pays devrait habiter d'un sentiment d'insécurité psychologique devant cette déclaration qui émane d'un magistrat, qui fait des droits de la défense sa propriété personnelle pour faire, tel un monarque, faveur à qui a sa préférence, avec pour corollaire la reprise unilatérale à tout moment de cette faveur. On accepte qu'on vous défende.
On ne veut plus qu'on vous défende, on ne vous défend pas. Je ne sais pas si on réalise la gravité pour un état de droit. Monsieur, vous ne pourriez même pas avoir la protection élémentaire d'aller à la police ou en jugement accompagné d'un avocat, parce qu'il plairait au juge, d'après la déclaration du président de la Cour d'assises, il plairait au juge de ne pas accéder, de ne pas accepter que vous soyez avec votre avocat. Vous ne seriez pas défendu, à moins qu'on ne serve à rien. Mais ça, ils l'ont dit. Ça, c'est un climat d'insécurité psychologique devant lequel tout le monde devrait s'indigner et se révolter. Alors ne croyez pas qu'il ne s'agit que de Mme Gbagbo. Là où tout. Et il s'agit également, d'une certaine façon, de nous tous. De ce point de vue, c'est connu, nous sommes tous des prisonniers en sursis. J'espère qu'il n'y a pas de prophétie qui va s'attacher à ce rappel. Mais nous sommes tous en sursis. Et nous aurions besoin d'avocats que si cette opinion d'un magistrat est tolérée, ça veut dire que nous n'avons pas le droit d'avoir un avocat de notre choix autrement que par la volonté du magistrat. C'est lui qui fait les droits de la défense et non qui est fait par les droits de la défense. Vous verrez bien et vous voyez bien que cette déclaration ne traduit au demeurant que trop éloquemment le malsain état d'esprit de son auteur, doublé d'une ignorance certaine du rôle de l'avocat et partant de celui du juge, ce qui explique que tout le long du procès d'assises, ce dernier se soit comporté comme un potentat à l'égard de la défense. Mais c'est le lieu de rappeler fermement que les droits de la défense qu'exerce l'avocat sont issus de la loi et réputés d'ordre public, tant dans l'intérêt de l'accusé que dans celui de la société qui la poursuit. L'accusé, je vais adapter puisqu'il s'agit de la dame. Et cela ressort d'une décision qui date du 8 août 1959. Je n'ai pas trouvé plus vieille décision, mais c'est un principe quasi multiséculaire. Et donc on voit bien que les droits de la défense ne sont pas la faveur d'un magistrat quel qu'il soit, mais plutôt la double expression d'un droit processuel fondamental. Donnez les pièces, reprenez la cour, reprenez les débats, et d'un droit substantiel fondamental comme attribut de la personne humaine. À moins que pour ce magistrat, Mme Gbagbo ne soit pas une personne humaine. Ces attributs de la personne humaine sont protégés par les instruments internationaux de protection des droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et même par la Constitution ivoirienne. À preuve, l'article 6 de la Constitution ivoirienne de 2016 indique, je cite, que toute personne a droit à un procès équitable et un jugement rendu dans les meilleurs délais. Procès équitable appelant présence de l'avocat. Cela va sans dire. De même que, in fine, l'article 7 de la même Constitution indique, je cite, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa cause. Et la loi vous dit, l'article 320 vous dit, il ne peut être poursuivi qui que ce soit par les assises sans la présence obligatoire d'un avocat. Ce qui est une obligation de la loi est regardé par le juge des assises comme l'expression de sa faveur personnelle qu'il distribue à qui il veut, sans devoir rendre compte à nous, mais encore moins à sa conscience. C'est pourquoi il faut lui rappeler, à titre de droit comparé, que tirant ailleurs les conséquences de l'exigence du procès équitable, la Cour européenne des droits de l'homme, et croyez-moi, je ne suis pas particulièrement heureux de faire ce rappel, dans l'arrêt de principe qu'on appelle Crombach du 13 février 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné et allé jusqu'à condamner la France pour violation du droit de l'accusé à un procès équitable, ensuite de son refus à un accusé du droit de se faire représenter par un avocat dans la procédure de contumace ouverte contre lui. Il s'agissait ici d'un Allemand
qui avait prétendument perpétré un crime en Allemagne, qui n'avait pas été poursuivi par les autorités allemandes, et en raison du principe de la responsabilité passive, la victime étant française, la France a engagé une procédure d'assises contre lui, l'invita à se présenter en France aux assises pour qu'il soit jugé. Que nenni, docteur Combat refuse d'y aller en disant « mais j'ai déjà été jugé dans mon pays et je ne vais pas chez vous ». En raison du nul ne peut être condamné 2 fois pour le même fait, c'était un point de procédure, mais là n'est pas la question. La cour d'assises française a lancé une procédure de contumace contre lui et a décidé de le juger. Il a alors écrit au président de la cour d'assises pour dire « je voudrais faire venir un avocat en mes lieu et place ». La France a dit non, tu ne viens pas, il n'y a pas d'avocat pour toi. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France, même dans le cas où l'accusé ne veut pas venir, pour cette raison, là, c'est vous qui l'avez en main, pour dire, vous auriez dû, en raison du procès équitable, recevoir son avocat. Je ne sais pas si, en termes de proportion et en termes de bouleversement mental, relativement à cette chose, je ne sais pas si on voit ce que ça veut dire. Et puis, comme la Cour européenne des droits de l'homme indique des grandes directives, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation française, le 2 mars 2011, reprenait à l'unisson cette exigence cardinale en disant « Le droit au procès équitable et le droit à tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparable et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense. » Très de citation. Ainsi, il reste à rappeler pour combler les graves lacunes du président des assises que l'assistance d'un avocat à tout accusé n'est certainement pas partout ailleurs une simple faveur, contrairement à la Côte d'Ivoire. Mais il est vrai que la Côte d'Ivoire n'est pas la France et inversement, et que là-bas, le ministère de la Justice ne propose pas imprudemment à la signature du président de la République la signature de décrets d'affectation de magistrats en cours de procédure de jugement pour des préventions somme toute aussi banales comme habituelles de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. C'est tellement devenu banal ces crimes-là que pendant que pour la première fois dans l'histoire de notre pays on instruit un tel crime, ne voilà-t-il pas qu'on soumet à la signature du président de la République un décret qu'il faut affecter un des juges là ailleurs, sans regarder aux conséquences qui maintenant sont tellement évidentes que refusant l'évidence de l'évidence, on fait un passage en force. Je pense que ça te revient, il te revient de finir. Merci, monsieur le bâtonnier, pour toutes les bonnes choses que vous avez déjà dites et des choses sensées. Alors, notre fin de propos portera sur les arguments toujours du ministre de la Justice, garde des Sceaux, par le biais de son porte-voix qui est le procureur général. Alors, selon le ministère, la reprise ab initio de la procédure n'est pas nécessaire parce que, et je cite, et parlant du juge qui a intégré la formation de la cour d'assises, c'est quand même un magistrat qui a un bagage intellectuel, qui peut prendre connaissance du dossier et être au même niveau d'information que les autres. Et cela ne présente aucun problème. Dans cette affirmation, existe-t-il plus clair aveu que celui de la violation du principe de l'oralité des débats dont je vous ai parlé lors de mon exposé? Car la procédure d'assises, bien qu'elle ne soit pas discutée, que ce magistrat soit ou non pourvu de bagage intellectuel, prendre connaissance du dossier pour être au même niveau d'information que les autres membres de la cour d'assises qui ont suivi les débats depuis 7 mois auparavant, est précisément ce qu'interdit le principe de l'oralité des débats qui exige que seule
les débats oraux à la barre doivent servir d'aliment à l'intime conviction des membres de la cour d'assises, magistrats et jurés compris. Ainsi, les 10 débats, selon le parquet général, ont été assez édifiants et longs, pendant lesquels tout le monde a eu l'occasion de parler, à un moment non contesté, où le magistrat dont il est actuellement question n'était pas encore membre de la cour d'assises, qu'il n'a intégré qu'à un moment où les débats étaient quasiment terminés. La seule alternative dans ce cas, pour se mettre au niveau des autres membres de la cour, étant la reprise ab initio des débats ou le renvoi de la procédure à une session ultérieure des assises. Aussi, s'obstiner à poursuivre les assises dans de telles conditions ne constitue ni plus ni moins qu'une violation du principe de l'impartialité du procès, corollaire du principe du procès équitable. Dès lors, la très ferme injonction du ministère de la Justice à la cour d'assises de refuser la reprise des débats à tout prix, parce que c'est de cela qu'il s'agit, y compris au risque de ternir l'image de la Côte d'Ivoire, ne peut s'entendre que de motifs inavouables d'un calendrier occulte, inopposable à la défense, par ailleurs étrangère à son élaboration, à moins qu'il ne s'agisse tout bonnement de manœuvres destinées à nier la compétence de la Cour pénale internationale à juger l'accusé, par substitution à la justice ivoirienne, regardée par celle-là comme inapte à le faire, selon les standards internationaux en vigueur que requiert la prévention du droit international de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Voici donc, mesdames et messieurs de la presse, chers confrères, chers invités, le terme de nos propos pour expliquer à l'assistance que par la décision qui a été prise par le président de la Cour d'assises, ce n'est rien d'autre que la volonté de ternir l'image de la justice ivoirienne et a aujourd'hui besoin plutôt de redorer son place. Merci. Alors, sur quoi nous terminons, je vais demander à mes confrères, c'était ta conclusion. Confrère, ta conclusion. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Alors, moi, je te précède. Alors, moi, en conclusion, j'ai noté. Et je vous assure qu'il faudrait que vous vous convainquiez de ma sincérité. Les mots étant manifestement inaptes à faire ressortir mon tréfonds. Mais je suis triste. Absolument triste. Et je voudrais relever que ce n'est même pas une anecdote de constater qu'au prétexte de crimes contre l'humanité, la cour d'assises a fait montre d'inhumanité envers l'accusé en lui refusant le droit à un procès équitable, de sorte à la conduire tranquillement au gibet au prétexte de la justice. Mais en réalité, il ne peut décemment s'agir ici de justice, ni même de vengeance, mais tout simplement de barbarie, indigne d'un État comme le nôtre. Aucun esprit éclairé, je pense, ne pourra en être dû, mais loin s'en faut. Telle était ma part de vérité. Mon frère? De ma part, je pense que ça ne va échapper à personne. La réaction du président des assises et du procureur général est épidermique et incontrôlée. Comment sur une simple déclaration disant que l'accusé n'a plus besoin d'être assisté par un avocat, on peut précipiter des débats en l'absence de pièces. Le procureur général disant
ces pièces n'étant pas là, je vais fonder mon accusation uniquement sur les pièces qui sont là. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Nous estimons que c'est du non-droit. Malheureusement, pensant qu'en commettant des avocats d'office, ils se rangeraient d'office. Ils se rangeraient d'office à l'avis de la Cour. Nous, avocats commis d'office, rompus aux choses de la justice, ne pouvons pas nous prêter à ce type de manipulation.